va pas faire la coalition pizza, ça va pas du tout. Truc de fou. On verra ça après. Et ça, c'est chaud, hein. En fait, je suis au ski. Au niveau de la cohérence, je veux dire, on aurait sans doute pu faire un peu mieux. Et je lui dis, c'est génial. À ce stade-ci, non. Et depuis 2003, qu'est-ce qu'on a fait? Que dalle! Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Belge, le nouveau concept de la FEL en cette rentrée académique, rentrée déjà bien avancée, je vous l'accorde. Dans ce nouveau concept, on va faire des interviews de personnalités politiques, mais aussi de la vie publique. Pour commencer, nous allons tester des sauces belges. C'est la marque Colonna, donc marque 100% liégeoise, et qui nous amène à notre invité du jour, Monsieur le ministre fédéral de l'énergie, Mathieu Biet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je vous explique le concept, donc c'est à chaque question, on va goûter un nuggets avec une sauce à chaque fois. La première, ça sera donc la Boogie Burger. La question, c'est donc, comme tout le monde, vous avez commencé votre engagement assez tôt. Vous êtes devenu conseiller communal en 2012, à l'âge de 21 ans. Quel a été le moteur de votre engagement à vos débuts et comment a-t-il évolué tout au long de votre parcours? Alors tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours évidemment avec plaisir que je reviens sur les bancs de la FEL, on va dire ça comme ça, ayant moi-même été membre de la FELU et président de la FELU à l'époque. Mais alors, comment est-ce que ça a commencé? En fait, moi, c'est à l'occasion d'un débat apprenti-citoyen. Donc, plateforme qu'on connaît bien évidemment au niveau des organisations de jeunesse. Moi, il y a eu un débat en secondaire où j'étais donc au collège Saint-Louis-Londo à Liège. Et donc, c'est vraiment à l'occasion de ce débat qui était pour moi la première, on va dire, rencontre avec la politique belge, parce que je suivais pas mal la politique française, elle m'intéressait beaucoup. Et c'est vraiment à l'occasion de ce débat que ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'intérêt de la politique. Et à la suite du débat, j'ai pris contact avec le débatteur du MR, qui était celui qui m'avait le plus convaincu, qui est Fabien Culot, qui est un visage qu'on connaît bien parce qu'il a été député wallon, il est désormais le chef de cabinet de Pierre-Yves Géolet à la région wallonne. Et donc, voilà, c'est vraiment à l'occasion de ce premier débat où j'ai marqué un intérêt. J'ai été confronté rapidement en fait à ma première élection, premier vote, parce qu'en 2010, Alexander De Croo, à l'époque, a tiré la prise, comme on dit, du gouvernement de l'époque sur la question de BHV, qui est pour les plus vieux d'entre nous, déjà les jeunes vieux, un sujet qu'on connaît encore un peu, et qui était donc la scission de l'arrondissement judiciaire, l'arrondissement électoral. Il y avait beaucoup de questions à l'époque, et donc en 2010, je suis allé voter pour la première fois, et c'est vraiment à ces occasions-là, j'étais en première à l'UNIF à l'époque, que j'ai été confronté à la politique et à faire un premier choix, et puis juste après, à l'automne 2010, j'ai intégré la section du MR de Neupré. Voilà. Section dans laquelle vous êtes toujours aujourd'hui. Alors oui, maintenant je suis ce qu'on appelle un échevin empêché, mais donc oui, j'ai été conseiller de CPS et conseiller communal. J'ai été élu la première fois en 2012, donc élu en 2012, réélu en 2018, réélu en 2024, et depuis 2017 j'étais échevin à la commune de Neupré, puis je suis devenu premier échevin par la suite, et donc voilà, maintenant je suis empêché parce qu'on ne peut évidemment pas mener, on ne peut pas être ministre d'un côté et échevin de l'autre, donc je suis toujours membre, je suis conseiller communal de la magnifique commune de Neupré. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais me permettre. On commence ? On peut commencer. Allez. J'avoue que j'ai un peu faim. Allez, ouais, c'est vrai que ça sent dans toi. Donc, on l'a dit, vous avez commencé votre parcours militant assez jeune, en devenant entre autres président des Jeunes et Maires pendant 4 ans. En tant que président du NOJ, quel a été votre plus grand enseignement, mais aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait à ce moment-là? Alors, j'étais président national, je suppose, des jeunes à l'époque. Oui, c'était en 2015, donc j'ai fait de tout début 2015 à fin 2019. C'était presque l'aboutissement, je vais même dire, de l'engagement au niveau des jeunes, parce que j'ai d'abord été président de ma section locale, j'étais à la FEL, j'ai été également secrétaire général des jeunes à la province, donc j'ai fait pas mal de choses en interne. J'ai des fois un petit regret, c'est de ne pas avoir pu faire passer, comme on dit, plus de propositions. Il y en a une dont je suis très fier, c'est le statut étudiant-entrepreneur. Donc à l'époque, c'est une création des Jeunes et Maires. Et donc, on a, sous le gouvernement de Charles Michel à l'époque, on est allé déposer, comme on faisait à chaque fois, et comme après chaque congrès, nos propositions sur la table des différents ministres compétents en fonction du sujet. Parce que désormais, je vois qu'aux Jeunes et Maires, ils ont pris le même modèle que les congrès du LAIMEC. Ce sont avec des résolutions, avec des propositions qui viennent. Mais nous, on avait à l'époque des congrès thématiques. Et donc, on en avait fait un. Et hasard, on avait fait sur l'énergie, sur le climat, sur l'environnement. C'était autour de la COP, évidemment, parce que c'est un peu l'actualité. Mais on avait fait aussi un congrès sur l'entrepreneuriat. Et c'est à l'issue de ce congrès que j'ai déposé cette proposition sur le bureau de Willy Boursu. Et Willy Boursu l'a traduit dans les faits. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'étudiants qui ont ce statut, étudiants entrepreneurs. On avait étudiants sportifs, étudiants artistes, mais pas pour les entrepreneurs. Et ça, je trouvais évidemment toujours un peu dommage de ne pas permettre à des jeunes qui ont des idées de lancer leur boîte et de continuer leurs études sur le côté. Voilà, il y a d'autres propositions qu'on aurait évidemment voulu voir concrétisées. Donc ça, c'est évidemment toujours un peu un regret. Mais par contre, c'était
c'était une des plus belles époques parce que, voilà, en termes de militantisme d'une part, mais aussi de boîte à idées, c'était un peu le rôle et un peu comme ça que moi j'envisageais le rôle des jeunes MR, c'était du poil à gratter, d'être boîte à idées, c'est venir avec des sujets un peu différents, disruptifs, mais toujours en parlant et en travaillant sur des sujets qui nous concernent, nous jeunes, parce que voilà, il y a des sujets qui sont pas nécessairement dans le giron des jeunes ou qui n'ont pas un impact sur une organisation de jeunesse ou les cracks que nous sommes censés former. Et donc c'était ça qui était intéressant à l'époque, je trouve, c'était qu'on pouvait venir avec des idées un peu disruptives, ouais, pour le dire gentiment. Je vous invite donc à prendre le deuxième nugget, donc ça c'est mayonnaise. Ouais, c'est plutôt classique ça. Mais c'est les copains de chez Colonna, donc je suis content parce que c'est une boîte de la région et en plus ils sont sponsors du Standard de Liège, donc ça ne gâche rien. Pour finir sur le sujet de la jeunesse, jusqu'à il y a 1 an, vous étiez président de Jeunes et Libres, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est la fédération d'organisations de jeunesse libérale, elle fédère 9 OJ, qui touche à tous les plans de la jeunesse. On sait que de plus en plus les jeunes perdent foi en la politique et en l'avenir. Si vous aviez un message à donner aux jeunes pour le futur, lequel serait-il ? Alors, oui, j'ai aussi été d'abord vice-président et puis président de Jeunes et Libres. Ce qui était important, c'était la continuité de l'engagement, de dire à un moment donné de passer du côté de la fédération et de pouvoir mettre à profit en quelque sorte l'expérience qui était la mienne comme président d'organisation de jeunesse. Je connaissais les décrets, je connaissais les choses. Donc, c'était très intéressant d'aller chez Jeunes et Libres. Mais un conseil à donner, c'est de continuer à se mobiliser. Moi, ce que j'ai vu, d'abord au Jeunes MR, puis ensuite chez Jeunes et Libres. Je suis resté une grosse dizaine d'années quand même dans les organisations de jeunesse, donc c'est assez important, c'est une part importante de ma vie. J'ai vu une évolution du militantisme en fait. À l'époque, on rejoignait plutôt un parti, une écurie libérale. Alors je sais que la FEL et les Jeunes MR, c'est pas exactement la même chose, hein, et ça n'a d'ailleurs pas changé selon mes dernières informations, mais avant on s'engageait vraiment dans une espèce d'écurie, comme ça on disait, ben voilà, moi je suis libéral. Aujourd'hui je constate plus qu'on s'engage par rapport à un sujet en particulier, par rapport à une thématique qui nous tient à cœur, par rapport à des enjeux de société ou une actualité en Belgique ou dans le monde, et donc il faut vraiment continuer à s'engager, et sans faire de la publicité partisane ici, que ce soit au MJS, aux Jeunes MR, ou quoi. Alors je préférais évidemment que ce soit maximum aux Jeunes MR ou à la FEL ou aux générations engagées, enfin peu importe, mais il faut continuer à s'engager parce qu'en fait, il y a une maxime un peu éculée comme ça qui dit toujours qu'il faut s'occuper de la politique, sinon la politique s'occupera de soi. Mais je pense qu'il faut surtout peser dans le débat public. Moi, j'ai la chance d'être un ministre jeune, j'ai été parlementaire jeune, et donc j'ai pu aussi faire monter une nouvelle sensibilité dans les instances dirigeantes et décisionnelles de ce beau pays. Mais je pense qu'il faut continuer de peser dans le débat, et pour ça, il faut militer. Il faut militer, et c'est pas un gros mot, il faut s'engager, il faut défendre une cause, il faut vraiment s'investir, parce que c'est un combat qui, au sens noble du terme, mais qui mérite d'être mené. Et moi, en plus, j'en retiens plein d'éléments positifs du point de vue politique, du point de vue de l'engagement, mais aussi sur le plan personnel. Parce que j'ai rencontré plein de gens géniaux, il y en a qui sont devenus des amis très très proches. Allez, moi, si je prends rien que la photo de mon mariage, mon maître de cérémonie à mon mariage, c'est un gars que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans, et qui est devenu un ami hyper proche, mon témoin de mariage, pas la même chose, c'est un de mes 2 témoins, et donc c'est vraiment devenu des gens très proches, et on fait aussi des très belles rencontres, comme on peut les faire dans d'autres milieux, dans les mouvements de jeunesse, dans la musique, dans des activités qu'on mènerait sur le côté. Donc je disais toujours, par exemple, aux Jeunes MR, il y a 2 dimensions, il y a jeune et il y a MR. MR, c'est l'engagement, c'est la défense de convictions, c'est la défense de projets, et jeune, c'est aussi un endroit où on fait des rencontres, où on peut nouer des contacts, on peut échanger, et puis je termine par là, il y a aussi la dimension de l'IMEC. Là, moi, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer plein de gens à l'occasion de ces congrès, dont Svenja, qui est devenue notamment la présidente de la LDE aujourd'hui. À l'époque, elle était la présidente des jeunes libéraux allemands. Et donc, c'est des contacts que j'ai noués il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve. Elle m'a invité au congrès. Malheureusement, je n'ai pas su y aller de la LDE, mais je suis ministre fédéral aujourd'hui. Elle est la présidente, elle est députée européenne. Enfin, c'est quand même des rencontres aussi qui sont hyper intéressantes dans les échanges qu'on peut avoir. Et donc, vraiment, ça, moi, s'il y a un conseil à donner, c'est de continuer de s'engager. La prochaine, donc, c'est la Hannibal. Là, ça, je connais. Ah. Ça va aller. Le 17 mars 2020, vous devenez député à la Chambre pour la première fois de votre vie en tant que suppléant de Daniel Baclen. Comment l'apprenez-vous et qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous l'apprenez ? Alors, une période hyper particulière parce que c'est le Covid. Et donc, moi, je l'apprends comment ? L'anecdote fera sourire. En fait, je suis au ski. Donc moi, je suis parti au ski avec ma compagne et des amis. Et avant de partir, on passe un coup de téléphone à l'office du tourisme, où on part à la montagne en disant, est-ce qu'avec le Covid, on sentait que le problème montait, évidemment, hein, très fort. Je dis, est-ce qu'il y a un risque que la station soit fermée le temps qu'on arrive, quoi. Et donc j'ai appelé début de semaine pour la fin de semaine. Pas de problème et tout. Et puis alors, on arrive le samedi. Et là, à 18h, il y a une allocution d'Édouard Philippe qui dit que c'est fini, qu'on ferme le pays.
que les touristes sont invités à quitter le pays, à rentrer dans leur pays. Enfin, même situation qu'en Belgique, en gros, c'est le confinement. Et on est le samedi, on vient d'arriver. Donc, on a jusqu'à début de la semaine, le courant de la semaine pour quitter la station. Et donc, moi, je dis aux autres, on va pas partir dimanche parce que ça va être l'enfer sur les routes. Donc, on va partir lundi. Et donc, on reste le dimanche, on profite, ils démontent tout. Enfin, c'était vraiment la fin. Et j'avais des contacts avec la Belgique où on me disait, ça bouge un peu. On parlait d'un gouvernement d'urgence à l'époque, etc. Et en fait, on prend la route le lundi. Évidemment, la mort dans l'âme parce que neige exceptionnelle, météo incroyable pour la semaine. On allait vivre une semaine de ski dingue. Et en fait, tout le monde pend la gueule dans la voiture. Et moi, je reçois un coup de téléphone du greffe de la Chambre qui me demande d'abord si je suis d'accord d'accepter le mandat de député fédéral. Je pense que c'est une procédure obligatoire, mais je pense qu'ils ont rarement eu des noms. Et en fait, ils me disent que comme je suis d'accord, que je suis attendu le lendemain à 14h à la Chambre pour prêter serment. Oui. Truc de fou. Donc là, en fait, moi, je suis passé de... c'est l'enfer parce que c'est le confinement, c'est le Covid, c'est la crise, c'est mondial, etc. à je vais devenir député. Donc dans la voiture, il y avait une salle, mais 2 ambiances dans la voiture. Et donc moi, je l'ai appris comme ça, en rentrant en fait, à cause du confinement. Et donc je suis devenu député pour la première fois, mi-mars 2020, pour en fait, en suppléance de Daniel Maclen, qui reprêtait serment d'un gouvernement de plein exercice pour gérer la crise. C'était le gouvernement de Sophie Wilmès. Alors, en faisant oui, là, j'ai oublié. Faut pas arrêter, hein. La prochaine, c'est la Jbilout. Ça, j'ai jamais goûté. Mais je sais pas non plus... C'est une sauce du Nord ou quoi? Mais je pense. On va tester. Bon, c'est pas mauvais pour l'instant. Hein. Non, pour l'instant, c'est très bon, je découvre. En faisant un peu des recherches sur les questions que je pouvais poser, qui sortent un peu de l'ordinaire, j'ai appris que c'était vous qui aviez trouvé le nom de la Vivaldi. Comment est-ce que ça vous est venu Ouais, c'est une création dont on n'est pas toujours très fier, quand on voit les résultats surtout. En fait, c'était... si je dis pas de bêtises, fin d'année 2019. Donc Georges Louis est co-informateur avec Joachim Kunz, qui est à l'époque le président du CDNV. Et donc ils font la mission à l'époque à 2, à ne pas confondre avec la mission qu'ils ont fait après à 3 avec Egbert Lacarte. C'est la première où ils font ça à 2. Et en fait, moi je suis sur le pont pendant les vacances et donc j'accompagne par moment Georges Louis dans les rencontres, dans les réunions qu'il a dans le cadre de cette mission d'information. Et je lui dis à l'époque, il faudrait trouver un nom. Parce qu'il y avait un scénario qui se dégageait. Et je lui dis, il faut trouver un nom, parce qu'il faut nommer les choses. Je lui explique à nouveau, parce que je suis beaucoup la politique française, mais lui aussi, je suis en France, il nomme tout. Il nomme les réformes, il nomme les lois, pour essayer de donner du contenu, pour essayer, mais surtout, d'avoir la maîtrise de la com. Et je lui donne 2 exemples sous la précédente législature, sous le gouvernement de Charles Michel, où les noms et la com nous ont échappé. Il y avait la flexibilisation du travail par Chris Peters, qui était la possibilité de travailler certaines semaines 45 heures et pas 38 pour travailler après 31 heures au lieu de 38 et qui était en fait offrir une latitude aux travailleurs pour aménager leur temps de travail en fonction, par exemple, dans le cas d'une famille où les parents sont divorcés, travailler un peu plus la semaine où on n'a pas ses enfants, travailler un peu moins la semaine où on a ses enfants pour pouvoir les voir plus, etc. Et bien en fait, c'est devenu la semaine des 45 heures. Et donc dans le subconscient, c'était devenu une augmentation du temps de travail. La France avait 35 heures, la Belgique avait 45 heures. On avait perdu la bataille de la com. Et puis, il y avait eu au lancement de la majorité suédoise, qu'on a appelée par après, elle s'était d'abord appelée la kamikaze. Et parce que c'était le premier gouvernement avec la NVA, etc. Et donc certains détracteurs de gauche, pour le dire gentiment, avaient appelé ça la kamikaze. Et j'ai dit à Georges Louis, il faut éviter ça, parce que pendant 6 mois, on court derrière la musique et ça va pas. Et alors, il m'a dit, t'as raison, trouve-la. Et donc, j'ai phosphoré avec 2 potes sur la question que je vais nommer, c'est Arnaud Lombardo et Steve Detry. Et donc, on a commencé à réfléchir, en fait. Comme il y avait 4 couleurs, il y avait 4 saisons. Et en gros, on s'est dit, et c'est l'histoire vraie, on s'est dit, on va pas faire la coalition, parce que 4 saisons, c'était une pizza. On va pas faire la coalition pizza, ça va pas du tout. Et puis, il y avait Vivaldi, les 4 saisons. En plus, on s'est dit à un moment, Vivaldi, c'est bien, parce que ça marche en français et en néerlandais. Parce qu'il fallait aussi ça. Et en fait, le lendemain de cette trouvaille, on va dire, je l'ai dit à Georges Louis, je pense qu'on a trouvé un truc. Et je lui dis, c'est génial. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que cette coalition-là, elle ne s'est pas mise en place tout de suite. Parce qu'il y a d'abord eu le Covid, puis il y a eu, en août 2020, la tentative de Paul Magnette, parce qu'aujourd'hui, le PS raconte beaucoup de trucs avec la NVA, etc. En août 2020, ils avaient un accord PS-NVA, et le seul problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé suffisamment de partis et de parlementaires pour soutenir leur projet. Mais la coalition Magnette de Wever, elle était sur la table. Hein. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous raconter des trucs aujourd'hui. Mais donc, il y avait d'autres schémas. Et puis, le 1er octobre 2020,
la Vivaldi a vu le jour. Et alors, c'est drôle parce que ça a presque mis 1 an pour revenir sur le truc. Et alors, ironie de l'histoire, ça m'a coûté ma place au Parlement. C'est comme la majorité s'est mise en place, que Daniel Baclen n'était plus ministre dans le gouvernement, et en fait, Philippe Goffin non plus, parce qu'à un moment, ils étaient tous les deux. Ben moi, en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que la mise en place de la coalition Vivaldi m'a coûté ma place au Parlement. Voilà, c'est la vie. Et quand on perd comme ça sa place au gouvernement, comment on rebondit? Au Parlement, en l'occurrence, à l'époque. C'était assez dur, hein, parce que moi, je m'amusais beaucoup, je travaillais beaucoup, j'essayais de faire les choses sérieusement. J'avais beaucoup travaillé, parce que j'étais en commission affaires sociales à l'époque, et c'est là que se réglaient toutes les questions de chômage temporaire, corona, toutes les questions un peu de relations de travail avec les employeurs. C'est là qu'il y avait des propositions. Moi, c'est les propositions les plus dingues que j'ai lues en tant que juriste, mais de manière générale, en tant qu'homme politique, que j'ai lues, c'est en commission affaires sociales pendant la crise du Covid. On allait interdire les licenciements avec effet rétroactif. Donc il y avait des licenciements qui avaient lieu ou des fins de relations de travail qui avaient lieu. On allait dire aux gens qu'il fallait revenir dans l'entreprise parce qu'en fait, avec 4 mois de retour en arrière, on allait interdire les licenciements. J'ai lu ce genre de folie. Soit. Mais donc, j'avais beaucoup travaillé dans cette commission. Et donc voilà, c'est pas facile, parce qu'on se projette beaucoup. Puis alors, c'est ma première expérience au Parlement. Et donc voilà, c'était assez difficile. Puis voilà, comme il faut rebondir, il faut se relancer. J'ai eu une longue discussion avec Georges Louis par rapport à ça. Et puis qui, à l'époque, m'a proposé d'endosser le rôle qui était le sien auparavant de délégué général du parti, pour vraiment essayer de continuer à porter un peu la voix du parti dans les médias, dans les débats, être force de proposition, créer du lien entre les différentes strates du parti. Et donc voilà, ça m'a beaucoup plu et je le suis resté, je crois, jusque juillet-août 2024 quand même. Donc j'ai presque fait 4 ans à ce poste-là. Ce poste-là m'a permis en fait de continuer à faire le travail que je faisais au Parlement, hors du Parlement, mais toujours veiller un peu à la ligne du parti, à proposer des choses. Et donc c'est comme ça qu'on rebondit, quoi. Parfait, merci beaucoup. La prochaine, c'est du ketchup. C'est connu. Ouais, ça, c'est plutôt basique. Mais la suivante me tracasse un peu. On dirait un peu du pétrole, c'est vrai. Le 3 février dernier, vous devenez ministre fédéral de l'énergie. Georges-Louis Boucher tient secret jusqu'au dernier moment le nom de ses ministres. C'est le dernier à les annoncer. Est-ce que vous la prenez en amont ou est-ce que vous la prenez le matin même? Et quelle est votre réaction? Parce que j'imagine qu'il y a une différence de réaction quand on devient député à la Chambre et quand on devient ministre fédéral. Oui. Il y a une différence. Parce que député, entre-temps, je suis redevenu en septembre 2022 et puis je suis redevenu en juillet 2024. Donc, je ne vais pas dire qu'on s'y fait, parce qu'on ne s'y fait pas. Enfin, en tout cas, je ne m'y fais pas. Alors moi, je l'ai appris la veille par un coup de fil du président. D'une part, m'annonçant la bonne nouvelle, en me demandant si j'étais d'accord. Bon, il y avait quand même peu de chances que je dise non, voire pas du tout. Mais aussi en me demandant de garder le silence. Donc, moi, je l'ai appris à minuit moins 10. La veille. Le jour même, c'est pas possible. Parce que quand il fait l'annonce au journal de la RTB à la radio à 8h, si moi qui habite Neupré, je me mets en route à ce moment-là, je suis jamais chez le roi à l'heure. Donc heureusement, j'ai été prévenu avant. Évidemment, mais d'abord, grosse fierté. Je suis super content, très grosse fierté. Comme disait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour ceux qui ont la référence. Oui, certains citent Emmanuel Kant, moi je cite l'oncle de Spider-Man. Mais c'était évidemment une très grosse responsabilité. Alors, pendant des mois, j'avais participé au groupe de négociation pour la partie énergie de l'accord de gouvernement. Donc, fatalement, j'allais moins dans l'inconnu. J'étais député en commission énergie depuis des années, etc. Donc, c'était un sujet que je connaissais assez bien. Ouais, non, grosse fierté. Puis, je le cache pas, j'ai eu la chair de poule, je crois, pendant 2 heures. J'étais incapable de dormir. Parce que voilà, à un moment donné, c'est un changement aussi. J'ai 33 ans à ce moment-là. C'est quand même pas tous les jours, quoi. C'est quand même un jour qui est... J'avais le droit de le dire à 2 personnes, à ma femme et à mon père. Je l'ai dit à ma femme parce qu'elle était à côté de moi, parce que j'étais à l'entrée, j'étais au lit. Et donc c'était un peu difficile de lui cacher. Et je l'ai dit à mon père en lui disant, faut que tu le dises à personne. Il me dit, écoute, t'es gentil, mais il est minuit passé, tu veux que je le raconte à qui? C'est pas faux. Donc, du coup, ouais, c'était un gros changement. Et donc le lendemain, c'était l'aventure, c'était parti, quoi. Dans votre tête, ça y est, vous êtes ministre. Premier jour, c'est parti, vous êtes dans les affaires? C'est la course. C'est la folie. Honnêtement, c'est la folie. On ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire que moi, c'est top secret jusqu'à 8h du matin. À 8h du matin, il y a David Claraval qui va sur une radio, Georges Louis sur l'autre, qui balance les castings. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la surprise de savoir est-ce que Georges-Louis Boucher sera dans le casting ou pas le casting. Une fois cette première inconnue levée, il y a qui est dedans? Parce qu'il faut bien se dire, dans le casting, il y a David Claraval, il n'y avait quand même pas grand doute par rapport à lui, mais Bernard Quintin à l'intérieur, on ne l'attendait pas nécessairement. Moi, j'ai plaidé sa cause, mais on ne l'attendait pas nécessairement. Mais il était sortant, il avait fait un super fin de mandat. Il a repris le mandat d'Adjal Habib et ça se passait super bien. Et Léonore, moins de 30 ans,
une jeune députée bruxelloise qui a fait un très beau score. Voilà, et moi, allez, c'était pas, à mon avis, chez les bookmakers, c'était pas la plus basse cote, c'était peut-être une des plus grosses cotes, cette composition-là, et avec les compétences, parce qu'il y avait une double inconnue, donc tous les autres partis avaient annoncé leur casting, donc on connaissait plus ou moins, évidemment, les compétences qui restaient pour le MR, mais c'était de dire qui va où, quoi. Et donc, une fois la surprise passée, ben oui, c'est parti, c'est réunion parti, moi j'étais à 8h au parti, à 9h on est chez le roi, prestation de serment, 11h conférence de presse au parti pour présenter l'équipe. Puis, alors, depuis lors, moi, je suis en charge des relations avec le Parlement. Je suis le ministre, en gros, qui va aux réunions, qui fait la courroie de transmission entre le Parlement et le gouvernement, pour l'organisation des travaux, etc. Et j'ai eu cette première conférence des présidents à 12h30, je crois, ce jour-là, pour organiser les travaux des débats qui auront lieu le mardi, le mercredi et le jeudi, avec le vote de confiance. C'est le fameux débat de 40 heures, là, le truc qui n'a aucun sens. D'ailleurs, ça va mieux depuis lors, hein, l'organisation va mieux, mais ce truc-là était complètement chaotique. Moi, je suis resté 2 nuits en attente. Hein. On a un ordre protocolaire, moi je suis l'avant-dernier et Léonore c'est la dernière. Parce qu'on est les plus jeunes, on a moins d'expérience, enfin il y a différents critères qui font qu'on est ranké différemment. Mais donc moi j'ai attendu la première nuit, il s'est rien passé. Donc je me suis préparé pour la deuxième nuit. Et donc moi je suis intervenu la nuit du jeudi au vendredi, au milieu de la nuit. Hein. Mais j'avais pas dormi depuis des jours. Hein. Parce qu'en fait, entre le dimanche et le lundi, on dort pas des masses parce qu'on a la nouvelle. Entre le lundi et le mardi, bah, pareil, parce que l'excitation, l'adrénaline, elle est toujours au max. Le mardi matin, j'avais accepté de faire une radio à 7h15. Genre, la journée de mardi se passe à nouveau super long. Et à ce moment-là, on n'a pas d'équipe, hein, donc on gère de fond en comble le bazar. Et puis le mercredi, j'avais aussi accepté de faire une radio à RTL. Puis j'ai fait toute la journée. Puis il y avait les débats parlementaires, etc. J'ai attendu la nuit. C'est rien passé, on a rattaqué le jeudi. Oui. Et puis vendredi, premier conseil des ministres. Enfin, entre-temps, il y avait le conseil des ministres d'installation de mardi, et le vendredi, conseil des ministres aussi. On était content d'être samedi. Hein. Et donc, ouais, non, c'est comme ça qu'on l'apprend, et c'est comme ça que les premières journées se passent. C'est intense, et puis alors il faut... Parce qu'il est une chose de connaître l'accord, de connaître les textes, mais il y a la mécanique, il y a sous le capot, quoi. Il faut un peu aller voir un peu ce qui se passe. Et donc, il y a des réunions avec tous les avocats de l'État belge qui gèrent 2 gros dossiers pour nous, à savoir le deal Phoenix, donc la relance de réacteurs, premier gros dossier, et l'autre très gros dossier, c'est la taxe sur les surprofits. Si on se souvient du débat pendant la crise énergétique, il y a une taxe qui a été fixée en disant tout ce que les énergéticiens, donc les vendeurs d'électricité, on va le dire très simple, ont vendu au-delà d'un certain prix, l'État le capte. Mais ça a été contesté, et donc on a un très gros contentieux judiciaire à ce niveau-là. Et donc, il y a les avocats, il y a l'administration qui vient et qui dit, voilà, ok, vous avez votre accord de gouvernement, fine, super, mais moi, il faut que je fasse tout ça. Il faut un arrêté royal pour tel truc, il faut un arrêté royal pour tel truc. Il y a autant de demandes de permis pour faire passer des canalisations de gaz à tel endroit, tel endroit. Il y a un truc, il y a le décorum, il y a l'accord de gouvernement qui est la pierre angulaire du gouvernement. Mais alors, il y a tous les petits branles du quotidien où en fait, on nous jette dessus, quoi. On nous dit, tiens, débrouille-toi. Et ça, c'est chaud, hein. Franchement, pendant 15 jours, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis, pendant 6 mois, on a ramé. Beaucoup. Mais on est toujours là, toujours vivant, toujours debout, comme disait Renaud. Merci beaucoup. La prochaine, c'est la sweet barbecue. Ah, ça va. Pas trop de surprise avec le nugget, ça passe. Un des buts du gouvernement de Wever, et d'ailleurs on le voit pendant les négociations pour l'instant, c'est le pouvoir d'achat, améliorer le pouvoir d'achat des Belges. J'ai regardé, et donc un Belge paye son énergie 2 fois plus cher qu'un Américain et 6 fois plus cher qu'un Asiatique. Comment est-ce qu'on peut réduire ses coûts et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens en passant par l'énergie? Alors, il ne faut pas confondre cause et conséquence. La conséquence, c'est qu'on paye cher. Mais la conséquence, c'est aussi, elle a des différentes causes. D'une part, sauf erreur de ma part, en Belgique, on ne produit pas d'énergie fossile. Aux États-Unis, à fond. Donc déjà, on n'est pas dans le même rang. 2, on s'est privé, donc il faut distinguer l'électricité, par exemple du gaz. On a un benchmark avec les pays voisins qui montre que par rapport aux pays voisins en Europe, parce qu'on est dans un marché mondialisé, et la question pour ça, elle est très bonne, parce que se comparer des fois à la France, à l'Allemagne, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Se comparer aux États-Unis, à l'Asie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut se comparer aux pays européens et aux différents continents. Donc on paye moins cher notre gaz que nos pays voisins, mais on paye plus cher notre électricité que nos pays voisins. Mais en fait, on paye moins cher notre gaz. Pourquoi? Parce qu'on est notamment une des plaques tournantes de l'entrée du gaz en Europe, et donc en fait, on vend du gaz aux pays voisins. Et le tuyau dans lequel passe le gaz, il est majoritairement payé par les pays voisins qui utilisent notre réseau. Mais pas que. C'est une des explications. Mais par contre, pour l'électricité,
on a fait des choix. Et donc, l'électricité coûte cher. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il n'y en a pas assez, donc on en importe. Donc on a des mécanismes aussi pour s'assurer de notre sécurité d'approvisionnement qu'on paye. Donc c'est une assurance qu'on paye. Mais les pays qui ont suffisamment d'électricité, ils ne payent pas l'assurance. Donc il y a ça, c'est sur le tarif. Il y a des choix politiques, purement politiques, c'est pas scientifique, c'est politique, de sortir du nucléaire et de faire du petit renouvelable un peu partout. Ça a nécessité un développement de réseau tel, les coûts de réseau sont répercutés sur la facture. Donc on le sait que sur ce qu'on appelle les tarifs de transport, on est plus cher, on est beaucoup plus cher et ça augmente. Et ça a augmenté encore récemment parce que c'est la résultante de choix. Quand il y a eu le dossier de l'île énergétique, là, le truc en mer du Nord, avec les aménagements, on est parti d'un projet à 2,2 milliards pour dépasser les 8 milliards. Mais tout ça est répercuté sur la facture d'électricité des gens. Donc on se demande pourquoi est-ce que l'électricité coûte cher en Belgique. C'est une des explications, il n'y a pas que celle-là. Mais on a fait des choix technologiques, on a fait des choix politiques. Donc, technologique, c'est l'île en mer du Nord et à peu près des aménagements. On a fait des choix politiques, c'est quelles sont nos sources de production. Mettre à l'arrêt des centrales nucléaires amorties et qui étaient sûres, ça n'avait pas grand intérêt. Hein. Résultat des courses, on se prive d'une capacité de production abondante et à cause de ça, on doit mettre d'autres systèmes en place qui nous coûtent de l'argent. Voire se mettre dans une situation de dépendance par rapport aux pays voisins. Oui. Et comble de l'ironie, on sort du nucléaire parce qu'on dit que c'est pas bien, mais on prévoit un système où on va aller importer l'énergie française. Et l'électricité qui vient de France, qui fait comment ? Avec du nucléaire. Ils ont plus de 50 réacteurs nucléaires. Donc, au niveau de la cohérence, je veux dire, on aurait sans doute pu faire un peu mieux. Mais donc, c'est un impact. Et donc, le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, parce qu'il y a ces deux mécanismes-là qui sont en fait les deux côtés d'une même pièce. C'est-à-dire que si l'électricité coûte cher pour les entreprises, elle coûte cher pour les ménages. Ça coûte cher pour les ménages, ça coûte cher pour les entreprises. Et aujourd'hui, pour les entreprises, la compétitivité, c'est la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, ça on sait. Mais de plus en plus, c'est le coût de l'électricité, de l'énergie de manière générale. Et donc, on doit avoir une attention particulière par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on se bat pour remettre en route des réacteurs nucléaires qui ont été mis à l'arrêt ou qu'on a pu prolonger pour peut-être prolonger encore. Qu'on se bat aussi pour développer beaucoup plus de capacités de production en Belgique, des éoliennes en mer du Nord par exemple, ou des nouvelles centrales nucléaires, parce qu'on en a besoin. Et sinon, on met notre destin dans les mains d'autres pays. Et on l'a vu pendant le début de la guerre en Ukraine avec l'invasion russe, c'est que le prix du gaz a flambé, mais ça a eu un impact colossal sur l'industrie européenne. Colossal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille là-dessus, évidemment, mais avec les qualités et les défauts qui sont les nôtres. C'est-à-dire, on ne produira pas de pétrole et de gaz en Belgique, ça. Je veux dire, de toute façon, il faut sortir du carboné. Donc, toutes les énergies carbonées, il faut avoir un chemin pour en sortir. C'est clair, il y a des objectifs européens, des objectifs climatiques, etc. Il faut en sortir. Mais en matière d'électricité zéro carbone, il faut se bouger, quoi. Et il faut se bouger à l'échelle européenne. Et c'est ça qu'on entreprend, c'est ça qu'on fait. Et on a beaucoup de retard à rattraper parce que prenons personnel imbécile, ça je ne vise personne, on a décidé le 7 juillet 1999, dans un accord de gouvernement Verhofstadt, d'inscrire la sortie du nucléaire dedans, traduite dans une loi en 2003. Et depuis 2003, qu'est-ce qu'on a fait ? Que dalle ! Si, prolonger les capacités nucléaires. Or, depuis 2003, on dit qu'on arrête. C'était bien la preuve que ça n'allait pas. Point culminant de tout ça, dernier gouvernement, on prolonge de 10 ans 2 réacteurs nucléaires, et c'est une ministre écologiste qui le fait. Mais c'est bien la preuve qu'on en a besoin. L'énergie est un chantier monumental de ce gouvernement. Monumental. Et c'est pas un plaidoyer pro domo, on se dit, le garçon, il est ministre de l'énergie, il croit que tout passe par là. Non. On le voit à l'échelle européenne, l'énergie, tant en termes d'autonomie stratégique que de compétitivité des entreprises, que de pouvoir d'achat des ménages, que de durabilité, c'est les trois piliers, c'est sécurité d'approvisionnement, autonomie stratégique, abordabilité, donc le prix et la compétitivité pour les entreprises et les ménages, et durabilité, c'est le moins d'émissions carbone possible pour respecter nos engagements européens et de manière générale, de préserver le climat et l'environnement. Et donc, ce sont nos 3 objectifs. Pour ça, on pense que, évidemment, le mix énergétique qu'on propose, dans lequel on réinclut le nucléaire, mais en sortant de l'opposition un peu bête et méchante, moi je la trouve stérile. Hein. Pendant tout un temps, on a dit c'est le nucléaire ou le renouvelable. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe de dire que telle source d'énergie décarbonée, on peut s'en passer. Il faudra tout. Parce qu'en fait, on a besoin de tout pour réussir la transition. Réponse un peu plus longue.
mais parce que c'est vraiment le cœur de réacteur, si je peux me permettre le mauvais jeu de mots, c'est pas la première fois que je le fais, mais parce que c'est de l'action en matière d'énergie. Merci beaucoup. La prochaine, c'est celle-ci, c'est la Coco Mango. Ouais, ça va. Ça, je connais. C'est celle-là, hein? Oui, c'est celle-là. Vous avez un peu embrayé sur la prochaine question en parlant début de la guerre russo-ukrainienne. Donc à la tribune de l'ONU début septembre, Trump parlait de la contradiction des pays européens vis-à-vis de la Russie. Quand d'un côté, il met des sanctions contre la Russie et de l'autre, il continue à leur acheter de l'énergie. Alors déjà, quelle est la part de vérité dans ce qu'il dit ce jour-là à la tribune en parlant de ce sujet-là? Mais également, comment est-ce que vous voulez mettre fin à cette potentielle dépendance? Plusieurs choses. Un, faut pas être naïf. Si on n'achète plus du gaz aux Russes, et c'est ce qui est prévu, je vais y revenir, on l'achète à qui? Notamment aux Américains. Deux, est-ce qu'il faut évidemment sortir de cela? Oui, c'est évidemment oui. Et pourquoi? On a le plan Repower EU. Donc, Repower EU, c'est un projet qui a été initié sous présidence belge de l'Union européenne et qui est en fait de revoir notre mix énergétique pour le décarboner de manière générale et donc sortir les énergies fossiles. Je le fais en très schématique. En ce compris les énergies qui viennent de Russie. Il y a le 19e paquet de sanctions qui, là aussi, interdit l'importation de gaz russe. À l'heure actuelle, on en est où? Parce que c'est ça le point. Le vrai point, c'est est-ce qu'il y a encore du gaz russe qui rentre dans les pipes européens? Oui, plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on importait du gaz, un peu de pétrole, mais du gaz principalement sous forme liquéfiée. Sauf que le terminal de Zeebrugge, par exemple, parce qu'il y a d'autres terminaux en Europe, il recevait des tankers qui avaient du gaz russe dedans, il transbordait vers un autre bateau, et le bateau il partait sur une autre partie du monde. 14e paquet de sanctions, on a dit transbordement terminé. Donc, 100% des volumes entrants restaient en Europe. Un peu contre-productif, me semble-t-il. Et donc, c'est pour ça que ce 19e paquet de sanctions et Repower EU ont un intérêt. C'est qu'ils disent, c'est même pas un transbordement terminé, importation terminée. À l'heure actuelle, en gaz liquéfié, on a aux alentours de 35% de gaz liquéfié, ça dépend, hein, mais qui vient de Russie, mais le plan pour en sortir est sur la table. L'agenda est sur la table, il a été validé. Moi, au Conseil européen de l'énergie, des ministres de l'énergie, j'ai validé au nom de la Belgique. C'est fondamental, il ne faut pas que l'argent européen serve à financer la guerre. Ça peut paraître un peu disco. Non, c'est véridique. Donc, on doit sortir de ça. Donc, sur ça, Donald Trump, il a une vision qui est de dire comment est-ce que vous pouvez prendre des sanctions et continuer de les acheter du gaz? Je rappelle quand même que sortir du gaz du jour au lendemain, c'est pas possible. De manière générale, il n'y a pas un bouton on-off, on dit le gaz c'est terminé. Ça, il y a quelques ayatollahs de Greenpeace qui le pensent, qui m'ont attaqué en disant que je faisais rien pour sortir du gaz. Moi, s'il y a quelqu'un qui a une solution pour qu'on sorte du gaz du jour au lendemain pour les entreprises et tout le monde, on peut en discuter. Ma porte est ouverte et jamais personne qui est rentré. Mais donc, est-ce qu'on est un peu contradictoire? Oui et non, parce qu'on veut en sortir, on a mis tout sur la table pour en sortir, avec un agenda pour en sortir, on doit en sortir, c'est clair. On en importe toujours, mais donc on doit en sortir. Mais Donald Trump, quand il dit ça, il est toujours dans sa politique transactionnelle, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'il sait que si demain, on sort des volumes de cette ampleur de nos terminaux en disant « on veut plus de Russes », il va falloir qu'on trouve un nouveau fournisseur. Là, ils font signe. Hein. Puis je rappelle que Ursula von der Leyen, au nom de la Commission européenne, vraiment toujours un peu avec quel mandat, mais soit, les États se prononceront, mais a pris un accord au niveau des droits douaniers. Elle a dit, les taxes douanières, elles seront à 15% en Europe, mais on s'est engagé à acheter des milliards de gaz américains. Et comme par magie, la capacité de production de gaz des États-Unis augmente. Et dans un même temps, il nous dit, il faudrait que vous viriez le gaz russe. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont... Allez, objectivement, on doit, et c'est plus que souhaitable, on doit sortir du gaz russe, on doit faire ça, on doit mettre ça en place pour pouvoir en sortir. Sortir du gaz tout court du jour au lendemain, c'est pas possible, il faut avoir un discours réaliste, donc il nous faudra un autre pays ou des autres pays fournisseurs, et donc c'est pour ça que cette petite tribune à l'ONU, en fait, elle ne manque, quand on connaît un peu allez, et chacun à son niveau, mais quand on connaît un peu le dessous des cartes, un peu compris quoi. La prochaine, c'est la Tartare. Mais la dernière, c'est la Brésil. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est la base des bases. Hein. La ministre précédente ne gérait que par les énergies renouvelables, ou en tout cas grandement. En tant que ministre, une des premières mesures est de rejoindre l'Alliance du nucléaire. Qu'en est-il de la viabilité sur le long terme des énergies renouvelables? Indispensable. Mais c'est comme toujours, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment, c'est pas à n'importe quel prix. Je vous le disais tout à l'heure, on a cette volonté d'avoir un équilibre renouvelable nucléaire, de mettre toutes les capacités de production possibles. Alors, elle a axé beaucoup son action sur le renouvelable, sur le développement d'éoliennes offshore. Je rappelle simplement, quand au début et la fin de son mandat, il n'y a pas eu une éolienne en plus, mais on a eu le projet d'une île énergétique et tout le barnum autour pour 8 milliards.
Je rappelle simplement ça. Mais donc, c'est assez important. Et puis, elle a fini par prolonger deux réacteurs nucléaires. Mais donc, le renouvelable, il est important. On a une coopération internationale autour du développement de l'énergie, de l'éolien offshore en mer du Nord. Parce que ça aussi, en tant que ministre fédéral, moi, je suis compétent pour l'éolien offshore, la sécurité d'approvisionnement, le nucléaire, les produits pétroliers. Mais tout ce qui est renouvelable onshore, par exemple, c'est pas chez moi. Et c'est particulier, parce qu'être ministre en charge de la sécurité d'approvisionnement d'un pays, mais ne pas avoir toutes les cartes dans son jeu pour pouvoir le jouer, c'est particulier. Donc tous les grands champs photovoltaïques, les parcs éoliennes en terrestre, je m'en occupe pas. Le financement des énergies renouvelables, est-ce qu'il n'empêche pas la recherche sur du nucléaire de nouvelle génération ? On a les deux. Donc on a un budget actuellement qui est dédicacé à la recherche du nouveau nucléaire. On a d'ailleurs signé un consortium avec des pays voisins, enfin des pays européens, l'Italie, la Roumanie. On est en train d'attirer d'autres pays avec nous autour de ce qu'on appelle les réacteurs de 4e génération, les SMR, les petits réacteurs modulaires de 4e génération. Donc on continue, on investit. Mais en fait, l'éolien offshore, le développement de réseau, il est payé par la facture. Il n'y a pas d'empêchement. Le développement du parc, alors ça, il est encore trop tôt pour le dire, parce qu'on a relancé une espèce de marché public, pour le faire très schématique. On va relancer un marché public pour offrir une espèce de concession pour dire à des opérateurs, vous pouvez venir construire des éoliennes et les exploiter pendant autant d'années. On doit le relancer début 2026, parce que ce qui avait été fait précédemment n'était pas génial. Mais donc, on a vraiment ce co-développement, on doit faire les deux. On n'a pas le choix. Parce que sinon, on n'arrivera pas à cette transition. Il faut savoir que la consommation d'électricité à l'horizon 2050, elle va au moins doubler. Donc, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on crée des capacités de production d'électricité. Sinon, la transition énergétique, on ne la fera pas. Et je dis toujours, on ne fera pas de transition avec une énergie chère. Tout ce qui est rare est cher. Si l'électricité n'est pas abondante, n'est pas disponible, il n'y aura pas de transition parce qu'elle sera trop chère. Et donc, les gens ne feront pas l'effort, ou en tout cas, ils feront leur calcul en disant, attendez, là, moi, j'utilise encore j'ai une vieille chaudière à mazout chez moi. On va augmenter sensiblement, parce que c'est ce que l'Europe prévoyait avec ETS2, d'augmenter sensiblement une taxation sur le mazout. Si la taxation, malgré la taxation, on est toujours sous le prix de l'électricité, on ne fait pas d'effort. Et donc, il faut absolument arriver à déployer ça très fort. Et donc, le renouvelable en mer du Nord, moi, j'y crois beaucoup. On a d'ailleurs pris des décisions déjà au sein du gouvernement. On va relancer ce marché, mais on anticipe déjà le déploiement la deuxième zone, on va dire. Donc c'est par des lots. Donc le premier lot, on est en train d'y travailler. On veut accélérer le développement du deuxième lot parce qu'il faut des permis, etc. Et on a chargé la ministre de la mer du Nord d'examiner s'il n'y a pas moyen d'aller dans les eaux territoriales d'un autre pays, développer, s'ils n'en veulent pas, développer nous des projets ou co-développer des projets. Parce qu'on en a besoin. Parce que l'avantage en mer du Nord, c'est qu'il n'y a pas trop d'INBI. J'en se plaigne pas, c'est à des dizaines de kilomètres de la côte, donc il y a moins de difficultés, mais c'est très important donc, de continuer la recherche, de continuer le développement d'énergie nucléaire sur le territoire et de continuer le développement d'énergie renouvelable. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question, et la dernière chose, c'est comme vous l'avez dit, la Brésil. Ça c'est bon. Ça. Vous avez parlé d'augmentation de la production énergétique et de la production d'électricité dans les prochaines années. On voit que les modèles hybrides ou 100% électriques se développent. Est-ce que la Belgique et l'Europe au sens large sont prêtes à accueillir un parc automobile électrique encore plus important ? À ce stade-ci ? Non. À ce stade-ci ou dans les 5 prochaines ? Non, parce que, il va falloir les recharger. C'est le premier point. Donc il faut des électrons. Je veux dire, les batteries, c'est une grosse pile. Il faut charger la pile. Donc il faut des électrons pour charger la pile. C'est assez basique. Donc ça veut dire que notre consommation d'électricité va augmenter de manière exponentielle avec ça. Donc il va falloir produire. Je vous expliquais tout à l'heure que si on ne se bouge pas, ça va être difficile. 2, il va falloir, je vais prendre le cas de la Belgique que je connais bien, avoir de la disponibilité sur le réseau pour installer des chargeurs, tant chez soi que sur les aires d'autoroute. Ça peut paraître basique, mais il va falloir à un moment donné des câbles qui transportent ces électrons-là. Et si à un moment donné, toute la disponibilité du câble est prise, si toute la capacité du câble est prise, on ne sait pas en rajouter. Donc il faut faire des travaux sur le réseau. Or, ces travaux, il faudrait peut-être commencer. On a des gestionnaires de réseau de distribution, un gestionnaire de réseau de transport, parce que là aussi, le transport d'électricité, c'est fédéral, la distribution d'électricité, c'est régional. Voilà, moi je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça. Mais il va falloir que tout le monde se coordonne pour faire ces travaux-là, pour investir, pour développer le réseau, pour avoir de la puissance disponible. Et puis, chez les particuliers, on va arriver dans un monde où le chauffage de la maison ne sera plus du mazout, ne sera plus du gaz. Ce sera
de la géothermie, pompe à chaleur, mais s'il fait froid l'hiver, ça fonctionne avec de l'électricité notamment. Donc il faut de l'électricité pour le chauffage. Il faut allumer chez soi. Vous prenez le cas, allez, on va commencer à y arriver, mais un jour de décembre à 18h, il gèle à Pierrefonds, il fait -8, parce qu'il a gelé toute la journée. Il faut chauffer la maison, il faut allumer la maison, il faut illuminer la maison, il faut rentrer, il faut donner le bain aux enfants, il faut préparer à manger. Tout ça va nécessiter une consommation d'électricité en pic à un moment donné. Et puis, les distraits viendront et rechargeront leur voiture au même moment, plutôt que de programmer la voiture pour qu'elle charge pendant la nuit. Comme ça, quand il y a moins d'utilisation du réseau. Mais même si vous enlevez les voitures et vous gardez tout le reste, tout va se faire au même moment. Et donc, s'il n'y a pas un développement de stockage d'électricité avec des batteries, on va avoir un problème de puissance disponible et de tension même sur le réseau. Parce que tout le monde va faire la même chose au même moment. Parce que tout le monde rentre du taf à la même heure. Allez, vous prenez tous les parents qui ont des enfants, ils vont rentrer tous à la même heure, donner le bain au même moment, faire à manger au même moment, allumer au même moment, chauffer au même moment. Je veux dire, c'est pas une illusion, c'est la vérité, c'est des pratiques. Et donc, on va avoir un problème. Ouais. Donc, il faut renforcer les réseaux très fort. On a un très gros sujet sur les réseaux aujourd'hui, qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et ça, c'est un chantier qu'on doit mener sous cette législature. Et on doit le mener, et on le mène avec les régions. Moi, j'ai écrit à tous mes collègues régionaux. On travaille à tout ça, ensemble. Comme je le dis souvent, si moi je bouge au niveau fédéral, mais qu'ils ne bougent pas au niveau régional, ça ne marche pas. Parce que c'est quand même eux qui, à la fin, vont dans les ménages, dans les maisons, etc. Mais à l'inverse, s'ils bougent au niveau régional, mais que moi, en haut, je ne bouge pas, il n'y a pas plus de puissance qui arrive. Donc il faut qu'on travaille très fort à ça. Et donc, l'essor de la voiture électrique, c'est bien si on décarbone notre consommation à nouveau. Mais j'attire l'attention sur le fait que pour ça, il faut des électrons pour remplir les piles. 2, il faut du réseau. Et ça, aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui commence tout doucement à avoir lieu, mais c'est lent, quoi. Oui. Mais c'est un gros chantier. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'arrive à la fin de mes questions. C'est un grand plaisir. Si vous voulez garder une sauce ou plusieurs. On verra ça après. Merci beaucoup pour votre invite. Merci pour ce moment. Toujours un plaisir, évidemment. Travailler avec les vieux amis de la FEL. Parce que voilà, on ne se refait pas. C'était il y a longtemps. J'étais à l'UNIF encore, mais... À la FELU à l'époque. C'est ça, exact. Donc voilà, toujours avec un grand plaisir. Merci.